Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Femmes leaders, femmes engagées et femmes politiques. Celle que nous recevons cet après-midi est diplômée en droit des affaires, carrière judiciaire. Elle est également diplômée en management des organisations de l'administration publique. Elle a occupé des postes de responsabilité aussi bien au ministère des Enseignements supérieurs qu'au ministère des Sports. À un moment de son parcours, elle a été à la tête du COUS UAC avant de devenir directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. Dans son parcours, elle fut ancienne arbitre de la FIFA, rotarienne et militante humanitaire. Elle milite pour les égalités des chances et le développement durable et l'inclusion sociale. En 2017, Christelle Undonumbo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a publié son premier livre « Accusé mais pas coupable » où elle raconte son parcours politique et social. Son engagement est centré sur la justice sociale, l'accès aux services essentiels et la promotion du leadership féminin dans la gouvernance au Bénin. Chers internautes, notre invitée sur Politiquement Féminin, Christelle Undonumbo, épouse Alioza. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes sur ESAE Télévision et ce samedi, nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les coulisses, un gros gibier comme ça. Un énorme gibier et les femmes politiques et les femmes leaders, femmes engagées, comme vous l'avez entendu. Il s'agit de Christelle Undonumbo, épouse Alioza. Avec elle, pourquoi le concept chat? Voilà, bonsoir chers invités. Bonsoir. Merci de m'inviter, tout le plaisir pour moi et je salue donc les internautes. Comme je l'ai dit, la présentation, elle a été vraiment brève. Qu'est-ce qui vous tenait à cœur que je n'ai pas dit dans cette présentation? Non, vous avez tout dit. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à dire, mais ce qu'il faut compléter, il faut que je puisse dire que tout ce qui a été fait, ce n'est pas seulement Christelle Undonumbo, c'est toute une équipe derrière Christelle Undonumbo, c'est toute une famille, c'est des amis, c'est des sympathisants et donc pour la construction d'un être comme de tout édifice, il faut toujours des accompagnements et donc j'en ai toujours bénéficié. Je sais aussi qu'il y en a parmi vos internautes qui sont sur mes pages, qui m'encouragent, qui sont sur WhatsApp, etc. et essayent de regarder mes tribunes au quotidien et qui pensent qu'ensemble, nous pouvons aller plus loin. Pour nous aussi, c'est un plaisir de t'avoir ici cet après-midi. Alors, c'est le mois de la femme. Et ironie du sort, je ne sais pas comble du sort, vous êtes cette femme que nous recevons en ce dernier mois du mois de la femme. Alors, dites-nous, lorsque je vous appelle Nyon Zogbe, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, Nyon Zogbe, c'est en fait un concept et un groupement de femmes que nous avons créé en 2009 dans nos communautés à la base pour dire aux femmes en réalité que chacune d'elles dans son milieu doit être une lumière qui accompagne la communauté, une lumière qui grandit, une lumière qui éclaire et qui apaise. Et quand on me dit Nyon Zogbe, c'est avec plaisir et je souris souvent quand on me dit Nyon Zogbe parce que quand on dit à la femme Nyon Zogbe, elle doit transmettre une lumière, doit transmettre en fait une sérénité et transmettre aussi un lien de confiance
et pour montrer aux uns aux autres qu'il faut aussi la confiance entre femmes, entre hommes dans notre communauté pour ce que nous faisons. Et donc, voilà, et l'autre chose qui se cache derrière l'Onzouben, et je l'ai découvert certainement quelques années après, c'est que dans mon village et dans le village de ma grand-mère paternelle, ma grand-mère en son temps, il y a de cela peut-être 80 ans, 90 ans, était appelée Yonzouben dans sa communauté parce que c'était une très belle femme. Le sang sur la veine. Absolument, c'était une très belle femme qui impactait son milieu et donc tout le monde l'appelait Yonzouben. Et tenez-vous tranquille, c'est au décès de mon feu père, quand la dépouille devait passer chez sa mère, c'est en ce jour-là que j'ai appris que ma grand-mère s'appelait Yonzouben dans sa communauté. Comme quoi, rien ne se fait au hasard. Voilà. Tout est calculé. Voilà. Alors, justement, parlant de lumière, vous avez décidé, dans votre tribune de ce mois de mars, de mettre l'accent sur la tolérance, la paix et la cohésion sociale. Pourquoi? Je l'ai fait parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, dans notre contexte actuel, que nous puissions réveiller les uns et les autres. Que nous puissions nous réveiller en nous disant que c'est normal que nous traversions ces derniers temps certains moments cruciaux, importants, déterminants pour l'avenir de notre pays. Et qu'il faut des gens pour le dire. Il faut des gens pour attirer l'attention, pour dire que nous devons cultiver certaines valeurs en ces périodes. Nous devons partager certaines valeurs qui sont les valeurs les plus simples, les plus faciles à porter par une communauté qui veut aller de l'avant. Et que nos dissensions, que ce soit nos dissensions politiques, culturelles, ethniques ou sociales, ne nous éloignent pas de l'essentiel. La cohésion sociale, nous avons besoin, nous avons toujours été engagés, tous les Béninois, quel que soit le bord politique, économique et social ou autre, nous sommes toujours engagés pour la cohésion, la paix, la fraternité dans notre pays. Et donc, quand nous sommes dans ce virage, parce qu'il faut le dire, c'est normal, et cela arrive chaque fois que nous sommes à la veille des grands enjeux, cela, il faut que nous nous rappelions les uns aux autres qu'il nous faut la cohésion, qu'il nous faut la paix, qu'il nous faut le dialogue, qu'il nous faut peut-être même le pardon et qu'il nous faut l'écoute réciproque. Et donc, c'est ce que je fais. Et c'est vrai que cette fois-ci, ça tombe dans une période très particulière. Ouais, exactement. Mais je l'aurais fait et je l'ai toujours fait. Chaque fois que je dois intervenir, je pense que je prône toujours la fraternité. Et nous avons besoin, d'ailleurs, dans notre devise, c'est fraternité, justice et travail. Et donc, nous devons prôner la fraternité, quelle que soit notre position. Christelle Ndolombo Alioza se considère-t-elle comme une femme de pouvoir? Ah, voilà une question qui tourne depuis un certain temps autour de ma modeste personne. Et je voudrais dire deux choses. La première chose, je voudrais dire que toute femme est femme de pouvoir. La femme est dotée de pouvoir et donc n'importe quelle femme, même si elle est une jeune fille, une petite fille, elle est dotée de pouvoir. Vous ne pouvez pas ne pas dire que la femme est dotée du pouvoir. Une femme qui, je prends juste un exemple, qui reçoit certainement un spermatozoïde et qui le garde en elle pendant 8-9 mois et sort de cette femme-là un être vivant qu'elle accompagne toute la vie. Quand on a cette grâce de Dieu, on a le pouvoir. Et donc, toutes les femmes sont des femmes de pouvoir. Quand vous allez dans nos sociétés traditionnelles, vous verrez qu'on appelle certaines Yalache dans le milieu Nago, c'est-à-dire la femme de pouvoir. Quand vous allez aussi, on appelle certaines Yalode. Et dans certaines zones, on parle de Taino. Et donc, c'est des femmes qui ont un peu plus que les autres, qui ont des pouvoirs spécifiques. Et cela se déniche au niveau de nos communautés. Quand on voit certaines, on se dit, elle a quelque chose de particulier. Elle a quelque chose qui appelle. Et donc, quand vous aussi, en tant que femme, vous cultivez déjà ce pouvoir naturel que toutes les femmes ont et que vous entrez en vous-même
et que vous mettez en harmonie avec la nature, vous découvrez si vous avez un plus par rapport à ce que toutes les autres femmes ont. Et donc, quand vous découvrez ça, portez ça pour aider, pour rehausser, pour donner la main aux autres. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la suffisance que de montrer que on a quelque chose à partager. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Autres. Je suis d'accord avec vous, Christelle. Mais alors, toutes ces femmes, telles que vous le dites, n'ont pas cette chance-là de s'asseoir avec les phallus, de discuter presque à armes égales. Quand je parle de s'asseoir, vous comprenez, par exemple, dans le milieu politique, elles sont combien ces femmes-là qui, comme vous, arrivent à percer ces milieux politiques? D'où ma question, est-ce que vous êtes une femme de pouvoir? Je pense qu'avec mon développement et ce que vous venez de dire, aisément, vous pouvez faire la conclusion. Alors, c'est pas moi qui fais la conclusion. Alors, dites-moi, c'est quoi et pourquoi la dynamique chat? Écoutez, la dynamique chat est née lors des dernières élections législatives où les Béninois et les Béninoises, certains disent curieusement, ont découvert que je devais aller aux élections, bien entendu, sur la liste à Cotonou dans la 16e circonscription électorale, parce que tous m'ont toujours connu dans les collines. Et donc, à la suite de cela, tous ceux qui étaient mes sympathisants, certains militants, la famille, les amis, se sont mis ensemble, et c'est d'ailleurs pas moi qui ai créé le groupe, ont créé un groupe Dynamique Chat pour accompagner Christelle Rundongo dans la 16e circonscription électorale. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est vrai, nous sommes peut-être des collines, nous sommes du plateau, nous sommes ci et ça, nous t'avons toujours soutenu. Voilà l'occasion rêvée pour t'accompagner donc dans le cadre des élections. Et donc, c'est ainsi que la dynamique chat est née. Après les élections, le forum est resté, la dynamique est restée, les discussions sont restées. Et je me suis dit que ce ne serait pas politiquement intelligent de ma part de supprimer cet élan. Exact. Et que cet élan, nous pouvons le mettre à la disposition ou le mettre pour prôner certaines valeurs. Les valeurs de fraternité, comme j'ai dit, de respect, du travail bien fait, d'engagement de la femme au quotidien, aux côtés donc de la communauté. Et nous avons ensemble choisi l'angle qui nous permet d'aller plus vers la femme. Et donc, l'engagement vers la jeune fille, l'engagement vers la femme en ce qui concerne donc certains besoins, en ce qui concerne la sensibilisation sur certaines maladies, certains fléaux qui déciment, que ce soit la couche juvénile féminine, que la couche féminine adulte. Et donc, nous sommes mis dans certaines activités au niveau de la dynamique chat. Et au finish, ce que nous avons décidé, c'est que nous puissions formaliser donc la dynamique chat et opérer peut-être même en collaboration, en partenariat avec d'autres structures qui ont les mêmes objectifs que nous, qui prônent donc les mêmes valeurs que nous. Voilà un peu la dynamique chat. Alors, tout à l'heure, on a parlé de pouvoir, et je vous repose cette question, celle de savoir, est-ce que c'est facile d'être une femme de pouvoir dans le pouvoir? Écoutez, une femme de pouvoir dans le pouvoir, c'est extrêmement difficile. Et il faut l'avouer. Notre société est construite par les hommes et pour les hommes. Ce n'est pas exagéré que de le dire. Et les femmes dans cet espace se faufilent et se cherchent. Et cherchent comment se trouver quelques espaces. Des fois, elles sont sur la pointe des pieds. Il y a des moments où elles rampent pratiquement pour trouver un peu d'espace. Et donc, quand vous êtes dans un milieu tel que je viens de définir et que ce milieu est construit par les hommes pour les hommes, donc le pouvoir est exercé par les hommes. Et quand vous, en tant que femme, vous venez dans ce milieu et que vous travaillez à avoir une parcelle de pouvoir, c'est que de l'autre côté, on est menacé. Et c'est humain, c'est normal, ça doit se comprendre. Quant à vous qui êtes venus dans le milieu du pouvoir exercé par le masculin, par le mâle, c'est à vous de vous armer et d'aller chercher à construire peut-être une boîte à outils qui vous permet de dévisser certains endroits
où vous pensez que vous pouvez vous installer, être à l'aise avec eux pour faire partager donc vos valeurs, vos idéaux et essayer de travailler pour le bien de la société, de la communauté. Donc, pour résumer, c'est vrai que c'est pas facile d'être dans un milieu de pouvoir masculin quand vous êtes une femme ou vous travaillez à devenir une femme de pouvoir. Mais est-ce qu'il faut abandonner? Il ne faut pas abandonner. Et quand on parle de femmes de pouvoir dans un milieu de pouvoir, je préfère cela parce que vous n'avez pas dit dans un milieu politique, parce que le milieu de pouvoir n'est pas que le milieu politique. Le milieu économique est un milieu de pouvoir. Même le milieu culturel est un milieu de pouvoir. Le milieu sportif est un milieu de pouvoir. Donc, tous les domaines en réalité, quand vous n'avez pas un pouvoir dans un milieu, ça pose un problème. Et donc, partout où vous travaillez à avoir plus de pouvoir, vous sachez qu'il y a d'autres qui exercent déjà le pouvoir dans ce milieu et quand vous y allez, la bagarre commence. Alors, parlant de pouvoir justement, je ne peux pas vous avoir cet après-midi avec moi sans vous poser cette question, ce serait un crime de lèse-majesté pour moi. Vous avez été une femme de pouvoir et vous l'êtes toujours. Vous avez été la secrétaire administrative du parti Union progressiste Le Renouveau. Est-ce que ça a été aisé pour vous en tant que femme de pouvoir, de gérer l'administration de ce grand parti de notre pays? Vous savez, j'ai été la directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau 6 ans durant, avec bonheur, sans occulter tout ce que cela comportait comme charge, comme responsabilité, mais aussi tout ce que cela comportait comme douleur, comme sacrifice. Comme défi, surtout que vous étiez une femme. Comme défi. Le défi de faire accepter, que ce soit aux hommes qu'aux femmes, qu'ensemble, nous pouvons porter quelque chose de grand, de beau. Et je me suis toujours déterminée à aller de l'avant, quel que soit le poste de responsabilité auquel j'adhère ou auquel j'aspire ou que j'arrive à dénicher, d'être authentique. Authentique, franche. Et je sais que la franchise, à des moments donnés, donne lieu ou est interprétée comme de l'arrogance, est interprétée comme de la suffisance. C'est interprété à des moments donnés comme même de l'irrespect ou du non-respect, même de la hiérarchie ou du responsable. Et donc, mon parcours à l'UP était que je puisse essayer de trouver les voies et moyens de colmater et de montrer que on peut rester dans un milieu tel que l'administration d'un grand parti, rester authentique, travailler avec les uns et les autres et appeler les autres à comprendre qu'une femme dans une telle position peut faire avec tout le monde et qu'une femme dans une telle position peut aller loin et porter. Et qu'elle va porter, elle portera certainement avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses. Et que même si c'était un homme dans cette position, il portera avec ses forces et ses faiblesses. Et donc, je voudrais conclure pour dire que j'ai passé d'agréables moments à l'administration de l'Union progressiste. Je ne regrette rien. J'ai été à la tâche jusqu'au bout, comme j'en ai l'habitude, de façon, je le dis humblement. Et que aujourd'hui, je me dis que quelque chose a été fait. Et une seule hirondelle ne fait pas le printemps. D'accord. Alors justement, dans votre parcours riche et semé d'embûches, que vous avez d'ailleurs réussi à surmonter depuis, chers internautes, je ne suis pas en train de trahir un secret, je connais quand même Christelle Ndolombo, épouse Alioza, depuis quelques années. Alors dites-nous un peu, comment est-ce que vous vous retrouvez en politique? Ben, moi, je pense quand même que je me suis retrouvée normalement. Je pense que c'est normal que je sois en politique, que j'y reste et que je continue mon engagement politique. Tout simplement parce que, d'abord, il y a une question de milieu, une question d'éducation et par la suite, une question de vision et de culture. Et donc, quand vous restez dans un milieu où l'éducation qu'on vous a inculquée, cette éducation
vous permet de reconnaître que vous-même, en tant qu'être vivant, en tant que personne, vous devez vous forger. Quand vous vous forgez, vous devez regarder aussi à côté de vous pour voir si les autres n'ont pas besoin de quelque chose que vous avez et que vous puissiez partager pour l'épanouissement des autres. Quand vous avez été dans une éducation où on vous a inculqué le service, quand vous avancez, vous ne pouvez que faire ce que je fais. Et quand vous découvrez vous-même, j'ouvre une parenthèse, depuis que moi j'ai mis pied à l'école, du CI jusqu'au CM2, en passant par le secondaire jusqu'à l'université, je le dis modestement, mes camarades m'ont toujours porté comme responsable de classe. Première chose. Mes enseignants... C'était déjà annonciateur, hein? Oui, mes enseignants m'ont toujours utilisé. À un moment donné, j'ai toujours pensé qu'on m'utilisait, qu'on abusait de moi. M'ont toujours utilisé pour certaines tâches. Quand ton enseignant est absent, c'est à moi de dicter les cours. C'est moi qui ramasse les copies. C'est moi qui range ci. C'est moi qui... Et à un moment donné, je me plaignais même à la maison. Mon feu père souriait chaque fois quand je viens à la maison et que je commence par me plaindre. Mais j'étais en apprentissage. Et en même temps, chez nous, en famille, on nous inscrivait au mouvement sportif, mouvement culturel, le scoutisme. Et puis, on a grandi là-dedans, tout en rappelant aussi que c'était un milieu militaire où donc, il y avait déjà le cadre qui est tracé et vous vous mettez donc à l'intérieur. Et quand vous avez été dans ce cadre et que vous sortiez, vous-même, vous avez vos convictions, vos valeurs, vous ne pouvez qu'aller à la politique. Mais avant... Je suis passée par le social en me disant, je peux accompagner les autres, les plus faibles, je peux donner la main, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais il m'est arrivé un moment où j'ai constaté que vous pouvez avoir tout votre engagement social. Et que l'engagement social a besoin d'un appui fondamental qui est l'engagement politique. Parce que c'est le politique qui est le moteur du social, de l'économie et tout. Et donc, le politique vient pour vous soutenir dans le social. Et donc, par conséquent, il faut que je trouve les voies et moyens pour avoir les deux, mais montrer que le politique que je suis s'occupe du social et que les problèmes sociaux, les problèmes que nous avons du côté social, que nous pouvons aller dire aux politiques qu'il y a tel et tel problème à régler. Et donc, politique et social vont de pair mieux. Quand on est en politique, dans un parti politique, c'est une idéologie qu'il faut savoir porter. Et dans certains pays, les gens vous diront que c'est clair que c'est une idéologie qu'il faut savoir porter. Ce sont les mouvements sociaux, ce sont les regroupements sociaux, ce sont les associations sociales qui portent en fait les partis politiques. Parce que moi, j'aime mon mouvement social, j'aime mon ONG, j'aime mon association, mon groupement de femmes, ci et ça, avec qui je travaille au quotidien pour le bien-être des femmes et des jeunes filles. Quand ces gens verront que je suis dans un parti politique, mais ces gens diront, si elle prône ses valeurs avec nous, si elle vient nous porter et nous aider à régler nos problèmes ou à comprendre même les incompréhensions autour de nous, si nous devons choisir un parti politique, nous irons vers son parti politique. Donc, c'est comme ça que les grands partis se construisent et on leur ancrage donc partout. Et donc, vous voyez un peu le lien entre le social et la politique. Alors, justement, nous savons tous que la politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Alors, la femme lumière que vous êtes, a-t-elle reçu des coups en politique? Si oui, est-ce qu'elle-même aussi en a donné? Je disais tout à l'heure que... Déjà, notre société est construite par qui vous savez, pour qui vous savez, et que nous y mettons et nous cherchons de place. Et quand donc vous allez dans un espace qui n'est pas forcément pour vous, qui vous est plus ou moins hostile, vous serez piétiné. Et d'ailleurs, la vie en général, c'est le milieu où on vous bouscule et on ne vous présente pas des excuses. Et donc, de l'autre côté, n'attendez pas à ce qu'on vous bouscule et qu'on vienne par la suite vous présenter des excuses. Ça n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas dans ce monde. On vous bouscule parce que c'est un milieu où il faut bousculer. Quand vous avez les moyens, les armes, vous-même de bousculer, bousculez. Sauf que dans ce milieu, quand la femme veut bousculer, elle y met le cœur. Alors qu'il ne faut pas mettre des organes. Voilà. Alors qu'il ne faut pas mettre des organes. Et quand vous y mettez le cœur, quand vous ne faites pas attention, il y a des moments où on vous bouscule et vous tombez. Alors, justement, vous avez été secrétaire, vous avez dirigé l'administration du Parti Union progressiste Le Renouveau. Et dans cette foulée, vous avez écopé d'une sanction
Moi, ma question, c'est de savoir aujourd'hui, avec l'ampleur que la dynamique chat est en train de prendre, est-ce que vous êtes toujours membre du parti Union progressiste Le Renouveau? Parce que ces photos nous manquent, où on voit Christelle Ndonombo avec les armoiries du parti. Et tout. Voilà, donc ça nous manque. Moi, je suis curieux de savoir, est-ce que vous êtes toujours membre de ce parti? Vous savez quoi? Il y a des moments où certaines questions vous donnent quand même quelques amertumes. Ouais. Ou que vous vous dites, est-ce qu'il faut que je réponde ou que je ne réponde pas? Je vais répondre. Ouais. Je vais répondre de la façon pour le bonheur de mes internautes. Oui, je vais répondre de la manière la plus simple. Pour vous dire que quand on a été à la tâche pendant des années, quand on l'a fait avec beaucoup d'abnégation, de détermination, quand on s'est accroché de nuit comme de jour et qu'on l'a fait sur l'ensemble du territoire national et qu'on se retrouve sur un plateau un jour et qu'on vous pose une telle question, je pense quand même que ça vous touche. Oui. Et ça me touche. Ouais. Ça me touche d'autant plus que quand vous avez été à la tâche, tel que je l'ai dit, et que vous sortiez d'une certaine manière, ça vous touche encore plus. Mais n'empêche que ce qui est fondamental à retenir, c'est que en ce moment-là, j'étais dans une position administrative. Il faut que je précise qu'à l'Union progressiste Le Renouveau, j'ai été dans 2 positions. Et c'est certainement que j'étais la seule à être dans une telle position à l'Union progressiste Le Renouveau en ce moment-là. J'étais à l'administration du parti, mais aussi j'étais dans une position politique. Et cela devait être compris par les uns et les autres. Quand on va à la genèse de l'Union progressiste Le Renouveau, au moment où l'Union progressiste Le Renouveau a commencé cette tractation pour la réforme du système partisan, j'étais modestement la présidente du CPP, le Congrès du Peuple pour le Progrès. Et donc le CPP faisait partie des 11 partis politiques qui ont signé l'engagement de la création d'un parti politique plus grand et plus fort. Ah, donc vous êtes membre fondateur. Et donc, je ne suis pas que membre fondateur, je suis d'un parti politique, parti à la création de l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, quand on a été dans une telle responsabilité, on a été à ce niveau de responsabilité dans un tel projet, on essaye de relativiser les choses. Et relativiser les choses, c'est ce qui a permis qu'à la création de l'Union progressiste Le Renouveau, que les pères fondateurs aient eu l'intelligence de permettre qu'on puisse reconnaître la présence de tous les partis politiques fondateurs de l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, je me suis retrouvée dans la direction à la direction exécutive nationale du parti en tant que secrétaire administratif national, en adjoint donc au ministre Koupaki en son temps. Et donc, dans la mise en place maintenant de l'administration du parti, j'avoue que les pères fondateurs m'ont fait appel et ont dit, c'est vrai, tu es dans une position politique, mais nous avons besoin que tu viennes dans une position complète avec la position administrative pour que nous puissions mettre les bases qui permettent que même si un jour les gens s'en vont, l'administration du parti reste et donc le parti restera. Et donc voilà comment je me suis retrouvée dans les 2 positions. Aujourd'hui, je ne suis plus dans une position administrative. Et donc je reste bel et bien dans ma position politique. Je suis à la direction exécutive nationale du parti. Et donc je participe aux activités du parti. Et puis, je continue, tant bien que mal, à animer avec les femmes parce que ça me tient à cœur. Je ai toujours dit que la construction et l'enracinement d'un parti politique, c'est vrai, les hommes surtout réfléchissent, apportent les moyens, mais que la couche féminine apporte en fait la solidité, la construction même du parti. Et c'était mon combat à l'Union progressiste Le Renouveau, dans ma position administrative que politique, mais ça reste toujours mon combat dans ma position politique. Alors, avant de vous servir le petit déjeuner de Rennes, non, le brunch de Rennes, que vous méritez cet après-midi,
On vous a vu vanter les mérites de la réforme du système partisan. Alors aujourd'hui, sans langue de bois, est-ce que vous croyez encore à la réforme du système partisan? Je voudrais vous ramener en arrière et vous dire que déjà en 2017, au moment où moi je prenais les rênes au niveau du CPP, nous avons dans nos différents discours appelé à la réforme du système partisan. Et la discussion autour de la réforme du système partisan datait de longtemps. Mais c'est vrai que les uns et les autres n'arrivaient pas toujours à s'entendre qui peut rester ensemble, qui ne peut pas rester ensemble pour que nous puissions porter le système partisan. J'étais aussi dans plusieurs congrès. En ce moment-là, j'étais allée au congrès de l'Alternative citoyenne à Abomey. C'était le dernier congrès aussi, je crois. Et que les mêmes discours, le système partisan. J'étais invitée en tant que présidente du CPP en son temps à Porte-Novo. Le PRD avait annoncé l'université d'été, système partisan. En ce moment-là, le président Amoussou, président de l'UN, en ce moment-là, nous avait invité le CPP pour qu'on échange sur le système partisan. Et donc, nous étions tous d'accord, on a toujours été tous d'accord qu'il faut aller au système partisan. Il faut commencer quelque part. Et nous avons commencé depuis 2018. Nous faisons notre bonhomme de chemin. Aujourd'hui, vous allez constater que c'est vrai, il y en a qui sont à l'UP, qui sortent de l'UP, ils vont au BR, d'autres quittent le BR pour aller à LD, certains quittent RN pour aller ci et ça. Et ça choque les gens. Je ne pense pas que ça devrait choquer. Ça ne devrait pas choquer parce que quand nous sommes mis ensemble, et c'est aussi ça, quand vous vous mettez ensemble, vous faites du chemin, il y en a qui ne se retrouvent pas en équilibre et qui se disent en regardant de l'autre côté, ben, mon équilibre c'est de l'autre côté. Ils sortiront à coup sûr et iront vers le parti où ils vont se sentir en équilibre, où ils pensent que leurs valeurs sont prônées, qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir aussi, parce que c'est ça aussi. En politique, vous venez en politique parce que vous venez aussi vous construire en politique. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas venir en politique à un niveau de responsabilité et ne pas avoir des ambitions. Et donc, quand ils voient que ici, c'est pas possible pour moi, là, je peux, vous verrez que d'ici quelques années, ça va se stabiliser. Et nous aurons des partis politiques où les gens resteront, travailleront, porteront des idéaux et des valeurs qui permettent qu'un homme politique soit plus porté, plus respecté dans notre pays. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas désespérée. Et je ne suis pas surprise non plus de ce qui se passe. Ça va se stabiliser, que chacun de nous puisse avoir la hauteur qu'il faut et accepter les mouvements que nous regardons. De toutes les façons, dites-moi, est-ce que quelqu'un a décapité un militant ou un responsable qui quitte un parti politique parce que n'étant pas à l'aise là où il est? Je ne crois pas. Et on ne nous décapitera pas. On ne sera pas décapité si on se dit, allez, je veux faire ci, mes convictions personnelles, c'est pas là, c'est plutôt, personne ne nous fera un procès pour ça. Mais travaillons ce qu'il ne faut pas rompre et qui est fondamental, c'est-à-dire les fondamentaux de la réforme du système partisan. Conservons les fondamentaux et allons vers la correction. Et c'est surtout en ce sens que c'est le législateur. Le législateur sera encore sollicité et va jouer un rôle important. Les endroits où le législateur a trouvé qu'au niveau de la législation, qu'il y a des mal-donnes, le législateur doit courageusement regarder, corriger et permettre que les partis politiques soient construits et que les acteurs s'épanouissent vraiment au sein donc de leur parti politique. Voilà, chers amis internautes, l'entretien, c'était avec moi, Tatiana Randa. Je l'ai promis à notre invité, c'est à ce moment que nos loups et louves apportent le brunch. J'attends Billy et Carles. Ils sont chargés de livrer le duel cet après-midi avec notre invité. Bonsoir Carles. Bonsoir Tati. Bonsoir Billy. Bonsoir Tatiana. Alors, je vous laisse avec mon invité privilège. Ne l'assommez pas, je sais que c'est un duel. Vous saurez garder les balles qu'il faut attendre. En tout cas, on va juste échanger. Bonsoir madame et bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. En tout cas, vous nous avez vraiment manqué ici à Eusaïe. Ah, mais je suis là et j'y serai régulièrement. Ouais. Merci. Pendant les échanges avec Tatiana tout à l'heure, vous avez parlé de pouvoir.
Mais moi, j'aimerais quand même vous relancer dessus. Pour vous, c'est quoi réellement le pouvoir? Un élément de pouvoir, je pense que c'est un élément qui vous permet d'agir sur l'autre. C'est un élément qui vous permet d'agir sur une situation. C'est un élément qui vous permet de régler un problème. C'est un élément qui vous permet de rassurer quelqu'un d'autre. Et donc, le pouvoir, c'est un ensemble de dispositions, voilà, qui permet en fait à un individu d'agir et d'agir surtout positivement. Mais à des moments donnés, quand le besoin se fait sentir, il arrive aussi que on exerce le pouvoir négativement. Voilà. Parce que pour beaucoup, quand on parle de pouvoir, le pouvoir, c'est la manipulation. Non, justement, je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de pouvoir en termes de manipulation, vous parlez toujours du pouvoir politique. Pour la plupart du temps, on pense au pouvoir politique, alors qu'ailleurs, on manipule aussi et on exerce le pouvoir qu'on a. Vous, ici, vous pouvez manipuler avec le pouvoir que vous avez. Et d'ailleurs, en tant que journaliste, et ces derniers temps dans le pays, nous constatons que le milieu médiatique, de façon générale, manipule avec le pouvoir que vous avez. Le pouvoir, le journaliste, la communication, c'est aussi un pouvoir. Et j'ai l'impression, je pense que j'aurai le temps de le faire et d'aller aussi investir un peu sur vous pour montrer de venir voir combien, en fait, là, ce que vous semblez reprocher dans certains milieux, que peut-être que la base aussi se trouve... On se charge simplement de relayer l'information. Tout à l'heure, toujours dans les échanges, on vous a rappelé un peu la décision prise en date du 28 octobre par le président du parti UP Le Renouveau, où on a appris que Christelle Ndoumboualoza a été révoquée de ses fonctions de directrice administrative du parti. J'aimerais vous demander, je ne sais pas pour les autres, mais après cette période-là, on n'a pas remarqué de réaction par rapport à cela. Moi, j'aimerais quand même savoir ce que ça vous a fait d'être révoqué et surtout publiquement comme ça. Qu'est-ce que ça a fait? Quels ont été vos sentiments? D'abord, dans la vie, il faut se faire votre mental. Quand vous vous retrouvez dans une position P aujourd'hui, dites-vous que demain, vous pouvez vous retrouver dans une position P1 et que la roue de la vie tourne et que la roue professionnelle tourne et que vous pouvez partir à tout moment. Mais tout le monde souhaite partir de la plus belle manière. Et donc, les Béninois ont appris que voilà, ci et ça. Et puis, pourquoi vous voulez... Je ne pense pas que j'aurais eu une réaction. Non, pourquoi? Quand on a été en responsabilité et à un niveau aussi élevé, parce que je le dis et je le confirme, et quand on a été consulté à des moments donnés, pour certaines grandes et graves décisions d'un parti politique comme l'Union progressiste Le Renouveau, quand on a eu la chance et le privilège de travailler avec certaines personnalités politiques de ce pays, je pense qu'on cultive la sagesse. Et donc, la sagesse recommande que, et c'est le président Moussou qui le dit souvent, le sage ne se plaint pas en public. Et donc, moi, j'ai essayé, je les ai regardés faire et j'ai compris, il y a des moments où c'est le silence qui parle. Et donc, je pense que cette page, elle est fermée et on ouvre d'autres pages plus gaies, des pages où nous allons inscrire des lettres en or dans le parcours de la femme béninoise, dans l'apport que nous amenons pour que la femme béninoise, la fille béninoise puisse s'épanouir et que notre société s'épanouisse. J'ai toujours dit que quand la femme réussit quelque part, c'est la nation qui gagne. Merci. Madame Christelle Ndoumboualoza, je suis ravi d'être en face de vous. C'est un plaisir. Je vous ai suivi depuis le début et j'apprécie énormément la façon dont vous abordez les problèmes. Et vous avez un calme qui me plaît, qui me séduit d'ailleurs. Merci. Mais je vous ai connu dans une autre vie, dans la position que j'occupe aujourd'hui. C'était la belle époque, la belle époque de LC2. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes parti de ce milieu. Est-ce que vous pouvez faire une petite comparaison entre ce que vous avez vécu et la façon dont vous percevez ce métier aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous dire que je ne suis pas complètement partie. Je peux te poser une demande ici, peut-être dans quelques jours. Parce que c'est une passion que j'ai toujours eue et qui est restée en moi. Oui. Et quand je réfléchis, c'est vrai que je réfléchis à 1001 choses.
Et quand je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai pas encore un rôle à jouer dans ce milieu? Est-ce que j'ai pas quelque chose à apporter dans ce milieu? Donc, ne vous surprenez pas. Si vous me voyez, commencez pas à me voir à Esaïe, que je commence pas à circuler dans vos couloirs. Des tribunes, oui, dites qu'il se passe quelque chose. Oui. Et donc, c'est pour dire que je suis dans le milieu. Oui. Et j'ai la chance, en fait, Tati est là, on s'est connus depuis une vingtaine d'années, plus d'ailleurs. Et de génération en génération, j'ai toujours été avec les journalistes. C'est vrai que j'adore, quand ils m'appellent, que ce soit il ou elle, Dada, j'aime bien cette proximité avec les journalistes. Cela fait que, en réalité, moi, je ne sors pas grand-chose pour faire de la communication, pour toutes mes activités. Ah oui, il va falloir en sortir, on en a besoin. D'accord, ça, on va en parler. Vous savez, dès qu'ils tombent sur une de mes activités, sur un élément qui me concerne, le lendemain, je vois que tout le monde a ligne. Et il y en a qui me disent, oui, voilà, tu as fait, je dis, mais non, c'est comme un non, je m'excuse si quelqu'un se retrouve dans ce que je veux dire là, c'est Wadani, c'est-à-dire que c'est ce que vous aviez fait par le passé. Et donc, de génération en génération, j'en bénéficie sans rien sortir. Donc, c'est pour vous dire que je suis toujours dans le milieu et que je reste la dada du milieu. Ceci étant, nous, il y a 25 ans qu'on était dans la presse à LC2, avec les moyens d'alors. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus d'opportunités. Peut-être qu'on ne saisit pas suffisamment, mais qu'il y a plus d'opportunités. Opportunités surtout en matière de formation. Au moment où on a commencé, Tatiana peut me le confirmer, les écoles de formation qui avaient, il fallait sortir du Bénin, qui devaient sortir du Bénin, avec quels moyens, qui vous appuie pour aller faire vos formations. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles qui sont installées et qui font du bon travail, qui donne la meilleure des formations aux journalistes. Donc, nous avons un acquis en matière de formation, de présence des structures de formation. La deuxième chose, la deuxième étape, nous avons les organes de presse, tout confondu, que ce soit la presse écrite, la télé, la radio, nous en avons aussi. Et les gens se battent au quotidien pour créer des entreprises de presse. Mais c'est là où se trouve le problème. Qu'est-ce que nous faisons? Et ça, je le dis aussi, ça fait partie de mes préoccupations que j'essaye de distiller d'une manière ou d'une autre en disant que c'est vrai que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout apporter dans ce milieu, mais les pouvoirs publics peuvent accompagner. Et que par le passé, il y a eu des échanges, des forats, des rencontres pour voir qu'est-ce que l'État, les pouvoirs publics font pour accompagner le monde des médias, pour que nous ayons de véritables entreprises de presse. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et nous devons tous nous battre pour que nous ayons de véritables entreprises de presse. Et comment il faut avoir de véritables entreprises de presse? Nous aimons, comme le disait le général, nous aimons nous appeler président de petit coin, président de ci, présidente de ça. Et c'est comme en politique, avant là, c'était le sixième partisan fait que bon, on bâche. Mais c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, au-delà de tout ce que les journalistes reprochent au pouvoir public, on ne nous accompagne pas et autres là, il y a un fait que ce serait plus bénéfique aux entreprises de presse de se mettre dans des groupes. Que demain, des gens qui se connaissent, quand je prends Clément, et que je prends Gomina, et que je prends Agapit, c'est des gens qui sont de la même génération. Gomina est avec son groupe Fraternité, Charles Tokor et autres sont matinales. Ici, Clément Adéchian est avec. Et pourquoi ce monde qui se connaît et qui a travaillé ensemble, qui a fait des combats énormes, pourquoi un jour ce monde ne dit pas, tiens, nous avons un groupe de presse, ils seront plus forts. Et le personnel sera bien loti, bien formé, bien payé, sécurité sociale, assurance, et vous ferez de merveilles sur les chaînes de télévision, de meilleures productions. Vous aurez des ancrages terribles, que ce soit au plan national qu'au plan international. Mais je garde espoir que nous allons y arriver. Là où nous sommes aujourd'hui, il y a de cela 10 ans, on n'y était pas. Il y a 20 ans, 25 ans, quand nous on était à LC2, ce n'était pas ça. Et donc, je pense que nous devons avoir espoir que demain, dans le pays, que nous ayons de grands groupes de presse, ce qui facilite la tâche aux uns et aux autres. Et nouveaux responsables, il faut en Europe, et il faut en Europe. Et donc, ils peuvent faire.
Je partage avec vous cet espoir que vous avez que la presse béninoise se portera mieux. Mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres espoirs. Ces personnes sont comme nous, mais sont privées de liberté. Quand vous observez un peu le monde carcéral au Bénin, ça vous fait penser à quoi? Vous m'amenez sur un autre terrain sur lequel j'investis un peu avec d'autres personnes, comme par hasard, avec l'ONG Défense sans frontières. Okay. Où, à un moment donné, nous avons fait le tour du milieu carcéral, c'est-à-dire les lieux de détention dans notre pays. Oui. Nous avons fait des constats. Et en ce temps où nous avons fait notre tournée avec l'ONG Défense sans frontières, nous avons fait un point au ministre de la Justice en son temps pour dire nous avons fait tel constat. Et j'avoue qu'aujourd'hui, sur certaines questions, nous pouvons être satisfaits qu'il y a eu des améliorations. Ce n'est pas encore ça. Quand vous avez un milieu carcéral, un lieu de détention qui doit accueillir 2000 personnes et que vous en avez 4000, il y a des problèmes. Et donc, il va falloir que l'État continue dans l'effort d'améliorer les conditions de vie, etc., dans le milieu carcéral. Mais ce qu'il faut faire, en améliorant les conditions dans le milieu carcéral, il faut agir sur l'éducation. Il faut agir sur la sensibilisation parce qu'il n'y a pas de place à un citoyen qui doit s'occuper de sa nation, apporter son expertise pour le développement de sa société. Il n'y a pas la place de ce citoyen en milieu carcéral. Et donc, nous devons faire en sorte que le citoyen que nous formons au quotidien, nos enfants, même les personnes adultes, nous devons continuer cette sensibilisation pour que nous puissions faire un effort pour ne pas nous retrouver dans le milieu carcéral. Mais c'est vrai qu'il y a des moments donnés, il y a des faits de circonstances qui vous amènent dans le milieu carcéral. Certes, mais faisons aussi un effort pour ne pas investir plus dans le milieu carcéral que dans le milieu de la formation et de l'éducation. Je suis content que vous ayez abordé la question de cette façon. Et surtout que je sais que vous êtes juriste de formation. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a certaines personnes qui s'attaquent quand même au code pénal et trouvent que la raison du surpeuplement de nos prisons soit juste une conséquence de des procédures. Des procédures. Oui. Mais je ne vais pas m'attarder sur la question. Je voudrais plutôt vous demander comment entrevoyez-vous 2026? Écoutez, quand vous parlez déjà du code de procédure pénale ou le code pénal, je pense qu'il y a des améliorations ces derniers temps pour alléger un peu les procédures et permettre qu'on puisse aller sur certains dossiers les plus simples pour qu'on ne mette pas dès que c'est un petit fait. Et nous devons aller de l'avant. Dans certains pays, quand vous commettez quelques délits et autres, vous allez faire des travaux d'utilité publique que d'aller faire 3 mois, 6 mois en prison. Quand vous faites des travaux d'utilité publique, vous servez votre nation. Mais quand vous allez vous engager dans le milieu carcéral, c'est un milieu qui pervertit. Et il y en a qui préfèrent, même quand ils goûtent à ce milieu, préfèrent aller rester et ils reprennent, ils commettent, ils récidivent. Donc, il faut que nous puissions avoir cela à l'œil. Quand vous parlez de 2026, 2026 sera 2026. Wow. Ben oui, 2026 sera 2026. 2026 sera 2026. 2026, il y aura les élections. Il y aura les élections législatives, les élections communales. Et il y aura les présidentielles. Il y aura les élections. On a toujours fait les élections dans notre pays. On a toujours respecté le calendrier électoral. Et nous avons toujours porté qui nous voulons à la tête de notre pays, que ce soit à l'Assemblée nationale, au niveau de la base, les communes, et au niveau du pays. Donc, les élections auront lieu et nous aurons ceux et celles qui vont continuer par permettre que le Bénin rayonne, que le Bénin reste dans la fraternité, dans la paix et dans la solidarité. Voilà. Madame Christelle Boulombo-Aliouza, moi, pour finir, je vais vous inviter à faire cet exercice. Je vais vous donner 4 noms que vous connaissez bien. C'est toujours le milieu politique et tout. Et vous allez en 2 adjectifs me décrire chaque personne que je vais citer. D'accord. On peut y aller. On commence par Rosine Vieira-Soglo. C'est notre icône, maman. Quelles que soient ses faiblesses, nous pensons qu'elle restera. C'est dans la postérité retiendra toujours le nom de Vieira-Soglo. Ouais. 2 adjectifs, vous avez parlé de icône. Et puis c'est aussi la solidarité. C'est une femme de solidarité, une femme sociale. Maître Adrien Oumedi. C'est l'engagement. C'est l'engagement et c'est une conviction inébranlable. Merci. Rekia Madougou. C'est aussi l'engagement et c'est le courage qu'il faut peut-être canaliser. Courage à canaliser. Oui. Pour finir, Christelle Rondonbo.
Pas Christelle Oulongo Alioza, mais Christelle Oulongo. Christelle Oulongo, c'est l'audace responsable. L'audace responsable. Et c'est l'engagement fort, pardon. C'est l'engagement fort. Merci beaucoup. C'est moi. Merci Olou, merci à la Louve. Mais moi, je sais que vous êtes allé en Chine. Alors, quand vous êtes allé en Chine, vous avez visité le Parti communiste chinois. Qu'est-ce qui vous a marqué en 3 mots? Le Parti communiste chinois, c'est le parti qui dirige la Chine. Rien à dire. C'est la discipline. C'est le travail. C'est la solidarité. D'accord. Et nous devons y travailler. Quand certains voient des militants de certains partis politiques aller en Chine et pensent que oui, nous sommes allés pour instaurer au Bénin en fait le parti unique, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Ou ceux qui en parlent mal. Moi, je ne parle pas du parti unique au Bénin, mais je parle des valeurs que prône le parti communiste. Nous n'avons pas besoin de faire exactement comme le parti communiste chinois, mais nous pouvons trouver nous-mêmes notre propre idéologie, notre propre manière de dire voilà la manière dont nous faisons désormais la politique. Et cette politique doit aller dans tous les domaines. Le jour où nous mettrons la discipline, où nous mettrons la rigueur, le travail accompli jusqu'au bout, dans les choses, je pense que nous allons nous soulever tous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi, mais avant de partir, Carles, le résumé des propos tenus par notre invité. Madame Christelle Oulongo, je vais vous ajouter Épouse un prénom. Alioza. Épouse Alioza. Voilà. Je vais vous appeler Solidarité. Merci. Parce que du début à la fin de cet entretien, vous avez souligné solidarité. Je vois que c'est une valeur qui vous est chère. Et vous pensez que vous n'êtes rien sans vos amis, sans votre famille, sans les personnes qui vous portent. Et que c'est seulement à travers ces personnes que vous arrivez à implémenter ce que vous pensez. Vous avez mis en place à un moment donné le concept Femme Soubouin, qui s'est révélé être le nom de votre grand-mère et qui vous a permis de mettre de la lumière sur les femmes parce que vous pensez déjà que les femmes elles-mêmes, elles sont lumière. Et vous pensez qu'à chaque étape de la vie, il faudrait forcément qu'il y ait des gens qui puissent rappeler l'essentiel pour qu'on n'aille pas à la dérive. Et c'est cela qui vous a guidé dans tous vos combats, que ce soit du social à la politique. Et vous pensez que toutes les femmes sont des femmes de pouvoir parce qu'elles portent la vie. Vous avez connu un autre mouvement, donc je ne vais pas dire que vous avez connu. La dynamique chat existe. Elle est née dans un contexte électoral, mais vous portez cette dynamique aujourd'hui parce que vous pensez que vous ne pouvez pas laisser mourir ce qui peut porter de la valeur. Même si vous êtes dans un milieu qui a été conçu par les hommes et pour les hommes, vous faites de votre mieux pour relever tous les défis qui s'opposent à vous pour pouvoir porter votre voix. Vous n'êtes pas comme toutes les femmes, vous aimez dire ce que vous pensez parce que vous avez été éduqués à rendre service. Et c'est en voulant rendre service que vous faites tous les combats que vous menez aujourd'hui. Vous avez relevé pas mal de défis à l'administration du parti Union Progressiste, le Renouveau. Même si vous êtes venu d'un autre parti, vous avez relevé ces défis. Vous avez fait avec sincérité. Vous avez fait pour le mieux. Vous êtes sacrifié même. Et vous avez quitté certaines positions sans amertume parce que vous dites que rien n'est éternel dans la vie. Il faut pouvoir changer de cap et s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est là qui vous permet d'évoluer dans la vie. C'est vrai que ça vous fait de l'amertume quand on parle de votre sanction, mais vous pensez que cette page, elle est tournée. Et vous avez foi que le système partisan portera des fruits parce qu'il va s'améliorer. La réforme va s'améliorer avec le temps et que les hommes politiques béninois vont s'adapter. Je crois que c'est ce que j'ai retenu de vos propos de cet après-midi. Bravo. Le rendu est bien. Alors, avant de mettre la clé sur le paillasson, votre mot de fin. Je voudrais vous remercier déjà de m'offrir cette tribune pour parler aux internautes, aux Béninois et aux Béninoises, et même en dehors du Bénin, tous ceux et celles qui nous écoutent et nous suivent. Et profitez aussi de votre tribune pour remercier ceux et celles qui ont toujours été avec moi, qu'ils soient au Bénin, qu'ils soient dans la sous-région ou même en Europe ou aux États-Unis, et leur dire merci pour leur soutien, leur encouragement et leur accompagnement. Et je voudrais, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je voudrais dire à la femme béninoise qu'elle est capable. Je voudrais dire à la femme béninoise qu'elle assume. Je voudrais dire à la femme béninoise que où qu'elle se trouve, dans quelle position que ce soit, qu'elle soit cette lumière qui apaise,
qui apporte la paix et la sérénité dans son milieu. Et je voudrais nous engager tous, que ce soit hommes ou femmes, et c'est ça le défi pour nous dans ce pays, que nous puissions nous dire qu'une communauté, une société, un pays se construit ensemble et que nous devons rentrer dans cette complémentarité et que nous devons signer ce contrat qui permet que la femme et l'homme, le Béninois et la Béninoise puissent être ensemble pour le développement, la paix sociale, la solidarité, le bien-être de tous. Donc voilà ce que je voudrais dire. Je vous dis merci et chapeau pour ce que vous faites ici, le travail que vous faites ici. Merci de mettre la lumière sur les femmes béninoises. C'est essentiel. Je suis les émissions et j'ai le plaisir d'avoir le lien à chaque fois qu'elles font une émission pour regarder. Et je vois que nous avons des femmes capables dans le pays. Elles viennent sur le plateau, elles apportent leur contribution, elles parlent de leurs déshydratats, elles montrent leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est en le faisant ainsi que la nouvelle génération, nos sœurs qui sont après nous, comprendront qu'il faut s'engager, il faut s'y mettre. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi où nous avons reçu un gros gibier. Christelle Ndorumbo, épouse Aliosa, avec elle nous avons parlé du concept chat. Elle nous a dit les tenants, les aboutissants, la genèse même de cette émission. Mais au sortir de cette émission, moi je retiens ceci. Elle a dit 2026, ce sera 2026. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvons-nous le samedi prochain pour notre émission Politiquement Féminin. Ça se passe tous les samedis sur EZAE Télévision, la meilleure des web télé.